Donc, bienvenue à tous pour ce webinaire. Toutes nos excuses pour ce petit problème technique. Apparemment, vous ne pouviez pas accéder au webinaire automatiquement. Donc, j'ai quelqu'un de mon équipe qui a dû approuver tout le monde manuellement. Donc, elle continue, elle est en train de le faire parce qu'on a pas mal de monde. Euh, Avant de commencer, un petit disclaimer parce qu'on est soumis à plusieurs régulations. On est WeFinancial est régulé par la SEC. Et donc, il y a pas mal de choses, enfin pas mal. Il y a quelques règles qu'on doit suivre. Notamment, tout ce qu'on va vous dire là, c'est à titre informatif. Ça ne constitue pas un conseil personnalisé d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Donc, si à un moment je parle de performance, normalement non, mais on ne sait jamais. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ça ne remplace pas une consultation sur votre situation particulière. Hein, là, on va aller quand même pas mal dans le détail, mais on va vous donner des grandes idées autour des RSU, ISPP, etc. Votre cas peut être particulier. Donc, attention à ça. Alors, qui sommes-nous, l'équipe? Vous voyez que j'ai Nicolas Esmara avec moi. Donc, moi, je suis Guillaume Lecalve, je suis le fondateur et le PDG du We Financial Group, dont We Financial fait partie. Le We Financial Group, c'est quoi? C'est un groupe avec plusieurs marques à l'intérieur qui s'adressent à différentes populations. Par exemple, on a les Français comme vous avec We Financial. On a We Financial Impact pour tout ce qui est non-profit. On a We Financial Focus pour des gens qui sont neurodivergents, ADHD, etc. On a We Financial pour les thérapeutes, alors We Financial WE, hein, pas OUI. Et puis, on a d'autres marques, par exemple Langrand et Henry pour les gens qui ont plus de 10 millions de dollars euh, de, d'investissement liquide. Donc, on s'adresse à différentes populations. Ça fait 16 ans que je suis aux États-Unis. Qu'est-ce que je peux vous dire sur moi? J'ai 2 enfants. Je suis basé à San Francisco. 2 ados qui sont là. J'espère qu'ils ne vont pas m'interrompre, mais on ne sait jamais. Je suis aussi le PDG d'une fintech qui s'appelle Grasshopper. Et donc, j'ai 3 autres conseillers financiers avec moi. Smara, tu veux te présenter rapidement? Bien sûr, bonjour à tous. Smara, moi je vis dans le New Jersey et donc je suis conseillère financière pour les Français aux États-Unis, les Américains en France et les Américains aux États-Unis. Alors, on a fait le tour. Nicolas. Bonjour à tous, moi je suis à San Francisco, pas très loin de chez Guillaume, et j'accompagne les Français partagés entre les États-Unis, la France, les Français qui rentrent en France, majoritairement. Et j'ai l'INSEE qui n'est pas là, mais qui travaille sur qui travaille avec les Américains aux États-Unis essentiellement. Voilà, We Financial. Donc, c'est quoi? En gros, on est très rapidement, parce qu'on n'est pas là pour parler de nous, on fait tout ce qui est planning financier entre la France et les États-Unis. Ça comprend optimisation fiscale, investissement, plan financier et compagnie. On est fiduciaire, ça veut dire qu'on doit mettre votre meilleur intérêt avant l'autre. Hein. On ne vend pas de produits financiers, on ne reçoit pas de commission. Que vous investissiez en ça ou ça, que vous choisissiez ça ou ça, on n'a pas de commission, on ne vend pas de produits financiers. On est basé à San Francisco officiellement, mais comme Smara l'a dit, elle est dans le New Jersey. J'ai quelqu'un à Auckland, une partie de mon équipe qui ne sont pas conseillers financiers parce que j'ai d'autres personnes qui sont à San Diego. Voilà. Alors, ce qu'on ne fait pas, c'est presque aussi important que ce qu'on fait. Déclaration de revenus, ça, ce sont les comptables. Donc, nous, on va voir votre déclaration. D'ailleurs, on va retrouver des erreurs de temps en temps. Mais on ne va pas mettre les chiffres dans les cases. Ça, c'est des comptables. Hein, tout ce qui est bilan retraite, si vous êtes proche de la retraite, vous voulez faire un bilan retraite, nous, on va faire des simulations retraite, mais un bilan retraite, ça demande de discuter avec l'administration française, l'administration américaine. Il y a des sociétés spécialisées qui font ça. C'est pas nous. Nous, on va prendre le résultat de ces sociétés et on va les mettre dans une simulation. Souvent, on vient nous voir. C'est peut-être pour ça que vous êtes venus aujourd'hui. Ah, tiens, c'est une boîte de conseil financier, ils font des investissements. Non, on ne fait pas que ça. Hein, comme là, on en a parlé, on va parler du numéro 3 ici, Equity Compensation, mais on fait aussi tout ce qui est cash flow, transmission du patrimoine. On a un webinaire sur la transmission du patrimoine. Retraite, immobilier, assurance, éducation, taxes, gestion des dettes. Enfin, on fait tout ça.
Tout ça, c'est la partie planning financier. Donc, on fait beaucoup plus que des investissements. Comment ça se passe? Deux choses. La partie pure planning financier, c'est par heure. En général, en 2 ou 3 séances, on va pouvoir vous faire un plan financier. C'est $400 de l'heure, tout compris. C'est-à-dire qu'on passe 10 heures ou 20 heures à préparer votre plan financier, peu importe. Vous nous payez que quand on se parle. $400 de l'heure. Donc, en 2 ou 3 séances, en général, on peut boucler ça. Et puis après, on a la partie investissement. Pour certains de nos clients, on va investir pour eux. Et là, c'est $5 000 plus 0,7% par an avec un maximum de 2%. Donc, on cape à 2%. Donc, si vous avez $200 000, vous n'allez pas payer $5 000 plus 0,7%. Vous allez payer $4 000, 2% par an maximum. Et ça comprend bien sûr toute la partie planning financier, etc. Hein, tout ça, c'est inclus dans ce prix-là. Voilà, donc on a d'autres webinars, investir, tout savoir sur le 401k, ask us anything, vous pouvez nous poser n'importe quelle question, transmission du patrimoine. Enfin, on a tout un tas de nouveaux webinars cette année. Vous pouvez les voir dans WeFinancial Events. Hein, je ne sais pas si Smara ou Nicolas, est-ce que vous pouvez aller voir sur la page? C'est peut-être pas tout à fait mis à jour parce qu'on vient de sortir cela, mais ils vont arriver dans les prochaines semaines. Et de toute façon, ce webinar et ces autres webinars sont enregistrés. Okay, donc, vous vous inscrivez, vous recevrez l'enregistrement de ce webinaire. Okay, on a aussi, c'est tout frais, c'est dirigé par Smara, on a un podcast qui s'appelle Finance Transatlantique, où là, on va discuter pendant 10 minutes, un quart d'heure, hein, pas pendant des heures. 10 minutes, un quart d'heure, on va discuter d'un sujet particulier qui concerne les Français, ou le planning financier entre la France et les États-Unis. C'est en français. Et on vient de le démarrer, c'est disponible sur Apple et Spotify. Finance Transatlantique. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Comme ça, quand vous conduisez, etc., vous passez 10 minutes avec nous, avec moi et Smara. Et puis on essaie de discuter de ces sujets-là sans faire trop de jargon financier. C'est le but du jeu. Alors, toutes les questions, je vous invite à poser les questions pour ceux qui ont l'habitude de venir dans mes webinars. Vous savez que je vous demande de poser des questions dans le Q&A. Hein, je répondrai à toutes les questions à la fin. Je ne vais pas m'interrompre pendant le webinar pour répondre aux questions parce que ça va couper le flow. Mais à la fin, on aura plein de temps pour répondre à vos questions sur tout ce qui est. Alors, essayez de rester dans le sujet quand même. Hein. Des fois, on a des questions sur retraite, retour en France, etc. Essayez de rester dans le sujet des stock options, RSU, ISPP. Hein, idéalement, c'est ça. Donc, c'est les 3 choses dont on va parler. On va d'abord parler des RSU parce que c'est le plus courant. Ensuite, on va parler des ISPP. Enfin, on parlera des stock options. Hein, donc, on va voir que les stock options, c'est le plus compliqué. C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin. RSU et SPP, c'est relativement simple. Et bien sûr, je vais vous donner un guide de quoi faire. Je vais vous dire ce qu'on dit en général à nos clients sur ces sujets-là. Donc d'abord, des RSU. Qu'est-ce que c'est? Simplement, des RSU, c'est l'entreprise qui vous donne des actions gratuites. Hein. Mais si je le dis d'une autre manière, ce que je dis souvent à mes clients, c'est quand vous recevez $100 000 de RSU, un Restricted Stock Unit, pour ceux qui sont chez Google, ils appellent ça des GSU, Google Stock Unit. C'est comme si je vous donnais, si vous recevez $100 000, c'est comme si je vous donnais $100 000 en cash. Hein, vous allez taxer là-dessus, en salaire. Et avec ces $100 000, vous allez acheter une seule action, une action de votre entreprise. Alors, quand je dis ça aux clients, ils disent « Ah bah oui, mais non, mais si j'ai $100 000, je ne vais pas aller acheter une seule action, etc. » Et pourtant, quand ils reçoivent ces $100 000 en action, bah, ça ne fait pas la même chose. Hein, parce que j'ai reçu ces actions, donc c'est des actions gratuites, c'est pas la même chose, etc. Et en fait, si, c'est... Alors, psychologiquement, c'est pas du tout la même chose, mais financièrement, c'est exactement la même chose. Je vous ai donné $100 000, vous avez payé les impôts là-dessus. Avec ça, vous allez acheter une seule action, l'action de votre entreprise. Alors, quand c'est Google, Apple, bon, c'est des grosses boîtes, hein, donc ça va pas se casser la figure immédiatement. Mais quelquefois, j'ai des clients, ils ont 80-90% de leur patrimoine, et on parle quelquefois de plusieurs millions de dollars, dans une seule action. Donc ça, c'est quand même problématique. Alors,
Comme je le disais, les RSU, la première chose, c'est quand vous recevez ces RSU, elles sont imposées lors du vesting, lors de leur acquisition. Donc, vous arrivez dans l'entreprise, on vous donne pour 1 million de dollars de RSU ou 500 000 dollars de RSU. Vous n'avez pas payé des impôts sur ces 500 000 dollars qui ont été donnés. C'est quand ça veste, en général 4 ans. Ça veste sur 4 ans. Alors, quelquefois, ça veste une fois par an, quelquefois tous les 3 mois, quelquefois tous les mois. Chez Apple, c'est tous les 6 mois. Ça dépend. Mais c'est à ce moment-là que vous payez des impôts. Et d'ailleurs, ils vont revendre une partie de vos RSU pour payer des impôts. Souvent, ce n'est pas suffisant. Donc, un des problèmes qui se pose, c'est qu'il faut faire des estimated tax. Quand vous recevez des RSU, quand c'est plusieurs centaines de milliers de dollars, et que E-Trade ou Schwab ou un autre provider où les RSU ont vesté et ont revendu un certain nombre de RSU pour payer les impôts, quelquefois, ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que vous vous retrouvez 1 an plus tard, en avril, à soit payer des pénalités, soit devoir beaucoup plus d'argent que vous aviez prévu. C'est souvent à cause de ça. Donc, une fois que vous recevez les RSU, elles ont déjà été taxées. Si vous les revendez immédiatement, le jour même, il n'y aura pas de taxe. Il y aura peut-être un petit gain ou une petite perte, mais il n'y aura pas de taxe. Donc, si vous revendez les RSU, immédiatement, aucune taxe. Si vous les gardez, c'est un choix, c'est le choix d'acheter des actions de votre employeur. Okay. Si vous avez des RSU, ça veut dire que vous avez non seulement une partie de votre patrimoine chez votre employeur, mais aussi votre boulot. Donc, s'il y a un problème avec la boîte, et ça, je l'ai vu un certain nombre de fois, les RSU, elles se cassent la figure, 20, 30, 40, 50%. Vous perdez votre boulot, vous avez besoin d'argent, vous allez vouloir revendre les RSU, c'est le pire moment pour les revendre. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ça dépend des situations, mais on va voir déjà comment ça se passe. Il y a 4 facteurs pour décider quoi faire de vos RSU. La concentration, c'est ce dont je viens de parler. Vous avez votre salaire, donc votre boulot, vous avez des actions, et plus les actions qui n'ont pas encore vesté, vous êtes déjà super investi dans votre entreprise. Donc, attention à ça. Ensuite, la conviction que vous avez dans l'entreprise. Est-ce qu'elle va progresser encore? Est-ce que je suis suffisamment diversifié? Si vous avez 20% de Apple ou de Google, ça me choque moins que si vous avez 20% d'une boîte qui est toute petite, qui est publique, mais qui est toute petite. Donc ça me choque un peu moins. 20%. En général, idéalement, 10% de votre patrimoine dans une action, c'est le maximum. C'est ce que les experts considèrent comme correct, 10%. Ensuite, quelle est votre situation fiscale? Quel niveau de salaire vous êtes? Quel est est-ce que vous êtes proche de la retraite ou pas proche de la retraite? Comment ça se passe? Et ensuite, en termes de cash flow, est-ce que vous avez besoin de l'argent ou pas? Dans ce cas-là, parce qu'une des questions qu'on me pose souvent, c'est « Ouais, ok Guillaume, je vais revendre mes RSU, mais qu'est-ce que j'en fais avec l'argent que je récupère? Qu'est-ce que je fais avec l'argent que je récupère? Est-ce que je le réinvestis? Est-ce que j'achète de l'immobilier ?» On parle avec des Français, donc l'immobilier français, c'est une grande histoire d'amour. Qu'est-ce que je fais avec ça? Donc ça, c'est aussi la question centrale. Parce que, encore une fois, si vous utilisez votre RSU pour du cash flow parce que votre salaire il est trop bas, si jamais vous vous faites virer de l'entreprise, il y a un problème, etc., qu'est-ce que vous allez faire? Si vos RSU baissent de 50%, ça va être difficile et que vous n'avez plus de boulot. Donc attention à ça. Alors, plusieurs approches qu'on va voir. On va avoir 3 approches. Qui ne sont pas des recommandations parce que ça dépend de votre situation. Donc, quand je dis, vous pouvez vendre à l'acquisition au moment du vesting immédiatement et vous ne payez pas d'impôt. En général, c'est la recommandation qu'on va faire avec des clients qui ont énormément, qui ont en général plus de 20%, mais des fois c'est 80%, 90%. On va leur dire, quand elles vestent vos actions, vous les revendez immédiatement parce qu'on ne va pas faire grossir la partie de votre patrimoine qui est dans une seule action. Donc, une première, et ça, il n'y a aucune conséquence fiscale. Parce que la conséquence fiscale, c'est quand vous les recevez. Quand vous les vendez, il n'y a aucune conséquence fiscale. Donc, on va revendre
on va souvent dire à nos clients, toutes les futures RSU qui vestent, vous les revendez immédiatement, systématiquement. Systématiquement. Deuxième possibilité, vous pouvez conserver les RSU après l'acquisition. Mais dans ce cas-là, ça veut peut-être que c'est une petite somme, peut-être que vous venez de démarrer dans l'entreprise, donc ça peut avoir du sens de garder un petit peu. Voilà, ça c'est possible. C'est relativement rare avec nos clients qu'on leur dit de conserver leur RSU. Parce que la plupart du temps, ils n'ont jamais rien fait avec leur RSU. Okay, mais c'est possible. Vous pouvez, vous ne savez pas, vous hésitez entre les deux, et on va faire un compromis. On va en revendre 50%, on va en garder 50%. Ça aussi, ça arrive assez fréquemment avec nos clients. On va leur dire, parce que psychologiquement, revendre des RSU, c'est difficile pour certains de nos clients. Oui, mais je crois à la boîte, Guillaume, etc. Alors je leur dis, OK, on va quand même gérer le risque un petit peu. Vous revendez la moitié, vous gardez la moitié. Comme ça, c'est le meilleur des deux mondes. Alors, en termes de garde-fous, de guide, pour vous donner un peu une idée de ce qu'il faut faire. Les revendre au moment où elles vestent, au moment de l'acquisition, c'est une question de gestion de risque. Ça ne veut pas dire que vous ne faites pas confiance à l'entreprise. Cela dit, souvent les gens quand vous travaillez dans une entreprise, vous avez une confiance plus importante parce que vous êtes. C'est un peu comme, je sais pas, il y a plusieurs analogies comme ça. C'est quand vous achetez quelque chose, vous croyez en ce que vous achetez, même si c'est un produit pourri. Il va falloir vraiment demander, vraiment vous convaincre de dire non, mais ça ne vaut pas le coup. Parce qu'il y a un côté émotionnel. Là, on ne parle pas du côté émotionnel. Juste parce que vous vendez, ça ne veut pas dire que vous ne croyez pas en la boîte. C'est une question de gestion des risques. Attention aussi à combien ils retirent. Souvent 20%. Si vous avez beaucoup de RSU ou un salaire assez élevé, ça ne sera pas suffisant. Il manquera 15 à 20%. Donc ça, vous allez vous retrouver en avril de l'année suivante avec des pénalités à devoir de l'argent. Donc attention à ça aussi. Enfin, donc les autres points, j'ai déjà évoqué, mais il y a quelque chose de très important. Il ne faut pas revendre les RSU les plus anciennes, celles qui ont le plus de gains en capitaux. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Il y a une technique précise à mettre en place. Et souvent, mais alors là, c'est super, c'est la majorité des cas, quand on intervient trop tard, quand les gens viennent nous voir et disent « j'ai revendu mes RSU, à lesquelles vous avez revendu, j'ai revendu celles qui avaient le plus de capital gain parce que c'est là où j'ai fait le moins d'impôts, où je ferai le moins d'impôts. » Faux. C'est là où vous allez faire le plus d'impôts. Si vous devez libérer 100 000 $, je préfère payer 37% d'impôts sur 10 000 $ plutôt que 20% d'impôts sur 90 000 $ pour libérer 100 000 $. Quand je dis ça comme ça, là, on dit je préfère payer en pourcentage plus sur une valeur absolue moindre plutôt qu'un petit pourcentage sur une grosse valeur. Et alors, pourquoi revendez-vous les RSU qui ont le plus de capital gain? Oui, vous allez payer 20%, mais sur un capital gain énorme. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc, la façon dont nous, on fait ça, c'est qu'on va regarder combien vous libérez, 100 000 $, et on va regarder la totalité des taxes au niveau étatique et fédéral, et on va dire, on va diviser l'ensemble des taxes par ce que vous libérez, et ça va nous donner un pourcentage. Si ce pourcentage est autour de 10% au moins, absolument, vous pouvez vendre. Si entre 10 et 15%, probablement, vous pouvez vendre, à voir. S'il est au-dessus de 20%, en général, on va faire attention. Donc, comment on fait pour ces RSU qui sont les plus anciennes, où il y a un énorme gain en capital? Soit on va les revendre petit à petit, on va faire une combinaison de choses. On va les revendre petit à petit. Ça peut être sur 5 ans, 10 ans, etc., 10% par an. On va les échanger via un exchange fund ou un ETF 351. C'est des techniques financières particulières qu'on ne va pas voir ici, parce que c'est encore un autre sujet. Mais on va pouvoir diversifier sans créer de capital gain, sans créer d'impôt. Alors, on repousse l'échéance. Ce n'est pas que les capital gains disparaissent,
C'est juste qu'on va repousser ça, mais en même temps, on va diversifier immédiatement. Donc ça, c'est un ETF 351, par exemple. Donc la conclusion ici, c'est que quand vous avez des RSU, c'est pas en étant discipliné que vous allez faire de l'argent. C'est pas en étant optimiste, ah ouais, ma boîte, elle va grimper 100% ou 1000%. Peut-être qu'elle a fait ça, hein, c'est aussi une partie émotionnelle. Oui, mais c'est grâce à Apple que maintenant j'ai 5 millions de dollars. Ouais, mais construire votre patrimoine, c'est pas la même chose que de le garder. Félicitations, vous avez eu de la chance, hein, parce que vous avez été chez Google, Apple, ça aurait pu très mal se passer. J'étais chez Fitbit avant, je travaillais dans la tech. J'étais chez Fitbit, les gens qui ont, quand la boîte et Fitbit, c'est connu, hein. Quand la boîte est arrivée sur les marchés, l'action était à 50 dollars. Un an après ou un an et demi après, elle était à 4 dollars, 5 dollars. Voilà. Et des histoires comme ça, il y en a plein. Mais on n'en entend pas parler, hein, parce que personne ne se vante de dire ah ouais, tiens, j'ai gardé mes RSU tout le temps et j'ai tout perdu. Alors, on voit toujours les gens qui ont des RSU et qui sont devenus riches grâce à ça, c'est eux qu'on entend parler. Rivian, c'est un autre exemple. Super boîte, Rivian, rien à dire. Hein. L'action, elle s'est crashée. Donc voilà, donc des exemples comme ça, j'en ai des tonnes. Okay, donc attention au RSU. Okay. Maintenant, ISPP. Alors, ISPP, c'est un petit peu différent. Et il y a souvent des confusions sur comment ça se passe, parce que franchement, c'est assez compliqué. Donc là, j'ai essayé de faire un petit schéma pour faire les choses assez simples. Donc la règle générale pour les ISPP, on le verra, c'est de toujours maximiser, mais de revendre immédiatement. Et je vais expliquer pourquoi. Donc le scénario 1, vous vendez immédiatement. Sur ce que vous avez contribué, les ISPP, il n'y a aucune taxe. Vous avez acheté pour 20 000 dollars de ISPP, sur ces 20 000 dollars, il n'y a aucune taxe. Souvent, vous avez un discount entre 5 et 15%, ça dépend des entreprises. Donc, le prix de l'action, elle est à 100 dollars. Hein, au lieu de l'acheter à 100 dollars, vous l'achetez à 85 dollars. Ça, c'est les 15% de discount. Okay, quand vous revendez immédiatement, ces 15% de discount, ils sont taxables comme revenus, comme salaire. Okay, si vous ne revendez pas immédiatement, vous attendez, il y a des gains en capitaux. Si vous les revendez dans l'année qui suit, ces gains, c'est aussi taxé comme salaire. Okay, donc vous dites, ouais, mais attends, Guillaume, les 15% de discount et les capital gains taxés comme salaire, moi, je préfère attendre pour que ce soit taxé comme long-term capital gain. On va voir que ce n'est pas une bonne idée. Voilà. Et c'est typique de la plupart de nos clients de regarder qu'un seul angle. L'angle, je vais être taxé, X%. Donc, je veux éviter les taxes. Mais en faisant ça, vous prenez un peu trop de risques. On va voir pourquoi. Ensuite, deuxième scénario, vous recevez les ISPP, vous attendez un an. Le capital gain, s'il y en a, parce qu'il peut y avoir une perte, hein, si vous attendez un an, l'action, elle peut baisser en essayant d'économiser un petit peu de taxes. Et les 15% de discount, ils peuvent disparaître. L'action perd 30%. En plus de ne pas avoir fait de capital gain, vous perdez les 15% de discount et vous perdez de l'argent dessus. Hein, c'est ça le risque. Donc ça, c'est pas génial. Mais si vous les revendez après un an, les capital gains, ça c'est taxé en long terme capital gain, 15% ou 20%. Les 15% de discount sont toujours taxés comme revenus. Toujours. Pour que tout soit taxé comme long terme capital gain, il faut les vendre 2 ans après que les ISPP vous soient attribués et 1 an après la date d'achat. Et là, il y a tout un calcul. Produit de l'amende, prix de revient, montant total de la réduction de 15%, etc. Donc, ça peut être taxé comme revenu, etc. Essayez pas de comprendre ça. On s'en fout. Je vais expliquer pourquoi. En gros, là j'ai le détail. Mais en gros, l'idée générale, c'est que vous ne pouvez pas perdre d'argent à la RSU avec des ISPP. C'est une des seules choses en finance où vous ne pouvez pas perdre d'argent. Pourquoi ? Parce qu'en gros, ils vont regarder le prix de votre action il y a 6 mois. Le prix de votre action au moment où vous achetez les ISPP et ils vont prendre le plus bas des deux. Et ils vont retirer 15%.
Si vous revendez immédiatement, c'est la garantie de faire au minimum 15%. Au minimum, mais ça demande de revendre immédiatement. 15% en 6 mois, ça fait 30% par an, c'est du jamais vu. Garantie. C'est du jamais vu. Alors oui, les 15%, ils seront taxés comme salaire. On s'en fout. C'est 15%. 15%. Ah, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Ah. Alors, ça, c'est une des raisons pour lesquelles c'est important de maximiser les ISPP, mais de les revendre immédiatement. C'est toujours ce que je dis. Toujours maximiser les ISPP, mais les revendre immédiatement, si vous pouvez les revendre immédiatement. Si vous ne pouvez pas les revendre immédiatement, il faut attendre 1 an, 4 ans. Des fois, j'ai vu 5 ans. Je dis, non, c'est pas la peine. Alors, aussi, vous avez probablement des RSU, en plus des ISPP. Donc, pourquoi rajouter en plus, pourquoi garder vos ISPP si c'est pour rajouter en plus des actions de votre entreprise? Ensuite, ça va simplifier, en termes de déclaration, etc., ça va simplifier vos déclarations, ça va simplifier la trésorerie. À chaque fois que vous vendez les SPP, alors c'est 25 000 $ au maximum, donc vous allez peut-être faire 2 000 à 4 000 $, c'est toujours 2 000 à 4 000 $ garantis. Voilà. C'est quand même beaucoup mieux. Alors, il y a quelques fois, c'est rare, quelquefois on va garder les SPP. Voilà. C'est si, par exemple, votre entreprise est assez jeune et que les possibilités d'augmentation sont énormes. Dans ce cas-là, peut-être que ça vaut le coup de garder les SPP. Ça, c'est, je dirais, forte conviction à long terme, volonté d'augmenter le risque de concentration. Ça peut être des raisons pour garder les ISPP. Aucun besoin de liquidité, ça aussi, pourquoi pas. Mais encore une fois, dans la plupart des cas, ce n'est pas ce qu'on va vous conseiller. Voilà. Pas ce qu'on va vous conseiller. Donc, les gains en ISPP, c'est d'abord une rémunération. Ce n'est pas un investissement. L'investissement, ça peut être des RSU, c'est votre travail dans l'entreprise, des choses comme ça. Voilà. Attention, donc c'est ce que je disais, ne laissez pas la fiscalité dicter la gestion du risque. Trop souvent, je vois ça. Trop souvent, je dis « Ah, je n'ai pas revendu ou je ne veux pas faire parce que je vais payer des impôts. » Même chose avec les clients qu'on a quelquefois. J'ai eu quelques histoires comme ça où, parce qu'on a fait des gains et on les a réalisés, ils vont payer des impôts. Alors quand je dis « Non, mais si vous faites des gains, vous payez des impôts. » C'est logique. On peut faire. Alors, ce que je dis à mes clients qui râlent parce qu'ils doivent payer des impôts sur les gains, je leur dis on peut aussi faire des pertes, mais vous ne serez pas très content. Vous ne paierez pas d'impôts, mais vous ne serez pas très content. Donc, une des choses qu'on essaie de dire à nos clients, c'est si on fait des gains, vous allez payer des impôts. On ne peut pas faire autrement. On peut pas faire autrement. Et c'est pas grave. C'est bien. C'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'on fait de l'argent. Donc, en conclusion, ici, c'est pas les ISPP, c'est pas un outil de market timing. C'est pas un outil où vous allez dire ah bah tiens, je crois en l'entreprise et puis je vais revendre dans 6 mois, etc. Non, ça doit être mécanique. La plupart des choses qu'on va faire avec nos clients, ça va être des choses mécaniques, diversifiées, 10 à 20% par an. Si vous avez des tonnes de RSU, pour limiter la casse en termes d'impôts, etc. Et pour quand même diversifier, on va conseiller à nos clients, bah, vous revendez 10 à 20% par an de RSU et vous allez payer des impôts. Et c'est triste, mais c'est comme ça. Vous avez fait de l'argent, vous payez des impôts. Donc attention à ce biais-là. Alors, une des choses que je voulais dire, et ça marche pas pour les, ça marche pour les SPP, ça marche pas pour les stock options. C'est pour ça que ça marche pour les RSU et les SPP. Ça marche pas pour les stock options. Une des choses qu'on fait souvent, c'est que on a des clients qui veulent acheter de l'immobilier, comme je le disais. C'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons. Ils veulent acheter de l'immobilier en France, ils veulent acheter de l'immobilier aux États-Unis, et ils vont se dire ah bah, je dois revendre mes RSU, mais il y a beaucoup de gains, etc. Je vais faire des impôts. On n'est pas obligé de faire ça. Pour ça. Alors après, ça dépend des entreprises où vous êtes, parce qu'il y a des subtilités. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre vos RSU, une partie de vos RSU, on va les mettre chez notre provider, Schwab, on va les mettre dans un compte taxable, et puis on va commencer à les diversifier. Deux, plutôt que vous en revendiez, je sais pas, pour $1 million et vous faites 400 000 $ de gains et vous payez 200 000 $ d'impôts,
hein, on va emprunter contre ces RSU. Mais d'une manière très particulière, qui n'est pas celle que les Morgan Stanley, les Bank of America ou les grosses boîtes font, parce qu'elles sont, en tout cas, pas encore. Elles n'ont pas encore cette technique. C'est un truc qui s'appelle un box spread. Euh, En moyenne, ça va être à 4,3%. On va pouvoir emprunter contre vos RSU. Et c'est déductible des impôts comme perte en capital. Donc en fait, en vrai, c'est 3,2%, hein, le vrai taux. Donc on va emprunter là-dessus. On va emprunter avec vos RSU, ce qu'on appelle en collatéral. Quand vous faites un prêt immobilier, ce qui est en collatéral, si vous arrêtez de payer votre prêt, c'est votre maison. Là, ce n'est pas le cas, c'est vos RSU, hein, ou vos investissements en général dans ce compte taxable. Okay. Donc il y a des risques, hein, qu'on va gérer, mais en général, ça prend 2 à 3 semaines à mettre en place. La possibilité de le faire, et après, c'est en 24 heures. Ça n'a pas d'impact. Ce n'est pas vraiment un prêt. Donc, ça n'a pas d'impact. C'est des positions sur les marchés. Donc, ça n'a pas d'impact sur votre credit score. Pas d'impact sur votre credit score. Pas d'impact sur votre taux d'endettement. 4,3% déductible des impôts en ce moment. Hein, ça varie. C'est extrêmement efficace en termes de fiscalité, parce que vous n'avez pas à revendre des RSU. Hein, vous les gardez. En revanche, le risque principal, c'est que votre compte ne peut pas baisser d'un certain pourcentage. Donc, si vous empruntez, je ne sais pas moi, 60% du compte, vous avez 1 million, vous empruntez 60%, votre compte, il ne peut pas descendre en dessous de 700 000 $, 30%. Okay. Donc ça, c'est nous qui gérons ce risque. Alors, on va diversifier pour faire en sorte que cette possibilité-là, elle soit extrêmement peu probable. Qu'est-ce qui se passe si ça arrive? Dans ce cas-là, ce n'est pas comme si vous perdiez quelque chose, c'est juste qu'on va devoir revendre un certain nombre de votre compte pour être en cash, et temporairement. Mais cet argent, c'est la différence entre retirer l'argent immédiatement et qu'il soit plus investi, et que l'argent continue à être investi. Okay. Alors pourquoi tout le monde ne fait pas ça? Pourquoi vous n'avez jamais entendu parler de ce truc-là? Ça existe depuis les années 80, hein, ça existe depuis très longtemps. Ce système, ça s'est démocratisé l'année dernière. Maintenant, avant, il fallait appeler les marchés. Hein, donc la personne que vous aviez au téléphone, elle ne voulait pas s'embêter avec quelques centaines de milliers de dollars. Elle voulait des dizaines de millions de dollars. Maintenant, depuis l'année dernière, ça s'est automatisé. On le fait de manière automatique sur les comptes. Et ça a permis d'abaisser ce seuil d'emprunt à 125 000 $. On peut emprunter à partir de 125 000, un compte avec 125 000 $. Il y a plein de choses à dire sur cette note, alors pas vraiment nouvelle technique, mais quelque part un peu technique qui s'est démocratisée. Ça peut être à taux fixe entre 1 mois et 5 ans. Hein. Il y a plein de choses à dire sur cette technique-là. On le fait pour à peu près 35 à 40% de nos clients. On fait ça énormément, énormément. Alors pourquoi tout le monde ne fait pas ça? Parce que tout le monde n'a pas 1 million de dollars sur leur portefeuille. Tout simplement. Faut que ce soit ça ne peut pas être par rapport à vos portefeuilles retraite. Ça ne peut pas être par rapport à des ARA ou votre 401k. C'est uniquement sur des comptes taxables. Uniquement sur des comptes taxables. Et il y a 3 raisons pour lesquelles personne ne font pas ça. 1, émotionnel. C'est pas très connu, je comprends pas, etc. 2, pas suffisamment d'argent sur leur compte taxable. 3, j'ai pas de 3. Donc, il y a essentiellement 2 raisons. Une raison émotionnelle et une raison purement financière. À la 3e, je dirais parce que c'est pas très connu pour l'instant. Okay. Mais ça se répand très rapidement. Vous inquiétez pas, c'est pas la fin. C'est juste une intermission, comme on dirait en anglais. Là, on va parler des stock options juste après. Je voulais juste vous dire que si vous voulez qu'on discute de votre situation particulière, vous pouvez prendre rendez-vous. Vous aurez Nicolas Smara qui pourront discuter de ça avec vous sans problème, voir ce qui est le plus logique pour vous. C'est gratuit. Cette première consultation est gratuite. C'est juste pour faire connaissance. On vous donnera aussi quelques conseils en passant. Mais c'est juste pour faire connaissance. N'hésitez pas. Prenez rendez-vous avec nous
et on pourra discuter de tout ça. Alors, les stock options. Là, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais on va essayer de simplifier. Simplifier, on va rentrer dans pas mal de détails. Je vais vous donner les grandes idées et ce qu'il faut retenir. Donc, il y a deux types de. La première chose à savoir, c'est qu'il y a deux types de stock options. Il y a les NSO, Non-Qualified Stock Options, et là, il y a les ISO, Qualified Stock Options. Elles ne sont pas traitées de la même manière. En général, les plus répandus, c'est les ISO. Mais des fois, il y a les NSO aussi. Ou NQSO. Ça dépend comment c'est indiqué. Attention, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc on va parler des deux sujets. On va parler de ces deux sujets-là. D'abord, les NSO. C'est le plus simple. C'est le moins intéressant, mais c'est le plus simple. Donc, il y a trois concepts à comprendre quand on parle de stock option, qu'elles soient NSO ou ISO. Il y a ces trois concepts. Il y a le Grant Price, Exercise Price, et d'ailleurs, il faut que je mette aussi le Strike Price. Tout ça, c'est la même chose. Ça dépend du contexte. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça différemment, mais tout ça, c'est le prix fixé au moment où vous avez reçu vos stock options. Les 0,1 $ ou les 5 $ que vous avez reçus, c'est ce que vous allez payer si vous exercez les stock options. Les stock options, c'est quoi? C'est l'option de pouvoir acheter une action à un certain prix. Okay. Ensuite, il y a la fair market value. C'est très, très important. Très, très important comme concept. C'est la valeur de l'action d'une part de l'action de votre entreprise à un instant T, à l'heure d'aujourd'hui. Donc, par exemple, quand vous avez reçu vos stock options, vous les avez reçus à 1 $. Maintenant, la valeur de l'entreprise, la fair market value de l'entreprise, c'est 5 $ pour cette action. C'est très important de connaître ce chiffre. Alors, si votre entreprise est publique, ce chiffre-là, vous le voyez en tapant sur Internet, c'est les marchés. Si votre entreprise est privée et que vous ne connaissez pas la valeur actuelle, et c'est important de la connaître si vous voulez faire quoi que ce soit avec vos stock options. Dans ce cas-là, vous demandez à HR. Il doit vous la donner. Il n'y a pas de problème. Et le sales price, c'est le moment où, si votre entreprise n'est pas privée et publique, ou alors elle est rachetée, c'est à combien vous vendez l'action. C'est aussi un élément très important. Okay. Donc là, je vais les mettre dans une timeline. Okay. On va faire une petite timeline. Vous avez reçu vos stock options à un certain moment. Il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. C'est le Grant Price. C'est des 0 points. Alors, des fois, c'est 0,001 $. C'est ce prix-là. Ensuite, elles ont vesté. En général, on va vous donner un certain nombre de stock options et elles vont vester pendant 4 ans. 25% la première année et puis après, tous les ans un petit peu ou tous les 3 mois ou des choses comme ça. Vous les exercez. Ça veut dire quoi, vous les exercez? C'est-à-dire que vous allez les acheter. Alors, vous avez reçu les stock options à 1 $, vous allez les exercer à 1 $. Ça veut dire que vous en avez 10 000, vous allez payer 10 000 $. En échange, vous allez recevoir les actions. Ce ne sera plus des stock options, ce seront des actions, ce seront des parts. Votre compagnie fait un IPO et racheté, etc. Alors là, j'ai mis IPO, mais ça peut être un rachat. Vous revendez sur les marchés publics. Ça, c'est le prix de vente, sale price. Okay. Ces 3 options, c'est super important. Donc, quand vous les exercez à 1 $, la valeur de l'entreprise, elle peut être à 3 $. C'est l'exercice fair market value, c'est 3 $. Grant price, 1 $. Vous les exercez, la valeur de l'entreprise au moment où vous exercez, c'est 3 $. Exercice fair market value. On va voir que c'est un élément important. Et puis, vous les revendez à 5 $. Donc, en gros, vous les avez reçus à 1 $, vous les revendez à 5 $, vous les avez exercés au moment où l'entreprise valait 3 $. Ça fait beaucoup de choses. Là, il y a 3 $, il y a 2 $ de différence. Ici, entre 5 $ et 3 $, il y a 2 $ de différence aussi. Okay. On va voir que c'est important pour la suite. Premier scénario, ouais, c'est super compliqué. Non, c'est pas compliqué. Si, un petit peu. Vous avez toujours cette timeline. Okay. On parle toujours des NSO. Pour les ISO, ça va être différent. Vous avez cette timeline. Voilà. Au moment où vous les exercez, la fair market value, les 3 $ ici, les 3 $
moins les 1 dollar, les 2 dollars, ça va être taxé. Si c'est des NSO, ça va être taxé comme salaire. OK? Les 2 dollars vont être taxés comme salaire. Donc attention. Et ça, quels que soient vos stocks options, une des règles d'or, si vous croyez en la boîte, hein, si vous ne croyez pas en la boîte, ça ne sert à rien de le faire. Si vous croyez en la boîte, c'est toujours les exercer le plus tôt possible. Pour que cette différence entre l'exercice fair market value et le ground price, elle soit la plus petite possible. Pour les NSO, c'est le cas. Pour les ISO, on verra que c'est aussi le cas pour d'autres raisons. Mais pour les NSO, parce qu'on veut payer le moins possible ici de salaire. Ensuite, vous les exercez, accompagnés par IPO, etc. Vous les revendez 6 mois après, hein, donc 10 mois après les avoir exercés. 6 mois plus 4 mois, 10 mois, donc moins d'un an. Et bien les 5 dollars moins les 3 dollars, vous êtes encore taxé là-dessus, comme salaire. OK? Parce que ça fait moins d'un an. Donc, sell price moins exercise fair market value, moins d'un an, taxé comme salaire. Ça, c'est le pire des scénarios, fiscalement parlant, c'est le pire des scénarios. OK? Deuxième scénario, même chose, exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, vous les revendez un an après. Vous avez toujours payé des impôts quand vous les avez exercés, donc attention à ça. Mais par contre, vous les avez vendus un an après. Là, c'est génial, enfin génial, ça dépend. Long term capital gain. Donc là, vous payez 15% ou 20%. OK? Parce que c'est du long term capital gain. Donc vous les avez gardés plus d'un an entre le moment où vous les avez exercés et le moment où vous les avez revendus. En général, c'est le scénario le plus intéressant fiscalement. Mais pendant un an, il peut se passer plein de choses. En essayant d'économiser 10-20% d'impôts, bah, peut-être que vous avez pris le risque que l'action baisse de 50%. Mais ça, personne ne connaît l'avenir. Non, mais ça, c'est pour les NSO. OK? Donc, en général, et ça, c'est vraiment au cas par cas, on va faire une sorte de balance, c'est un peu un art et une science. Hein. Gérer les stocks options. Il y a la fiscalité, il y a le risque et il y a les flux de trésorerie. De combien vous avez besoin. Vous ne pouvez pas optimiser tout. Ce n'est pas possible. Soit vous optimisez la fiscalité, et dans ce cas-là, il y a plus de risques. Soit vous optimisez pour le risque, mais dans ce cas-là, il y a plus de fiscalité, etc. Donc, attention. Même chose que pour les RSU, il y a le risque de concentration. Il y a, est-ce que vous avez les moyens de les exercer? Est-ce que vous avez de l'argent ici? Hein, parce que si vous avez 100 000 actions à 1 dollar, ça fait 100 000 dollars. Donc attention. Sans compter les impôts. En plus de payer 100 000 dollars, si à 3 dollars, vous recevez 300 000 dollars, bah sur les 200 000 dollars, vous payez des impôts. Donc il faut prendre ça en compte aussi. Hein. Et puis, où est-ce qu'est votre boîte? Est-ce qu'elle est vraiment au tout début? Est-ce que c'est déjà une grosse boîte? Quels sont les risques aussi dans le futur? Ça, c'est difficile à savoir, particulièrement quand c'est votre boîte. Voilà. Donc, souvent, ce qu'on va voir dans les RSO, c'est exercer et vendre immédiatement. J'ai des clients qui ont des NSO depuis X années et vont les exercer et les revendre immédiatement. Hein, donc, ils vont faire exercer et sell au même moment. Hein, ça va être ce cas-là, ce scénario-là. Exercer et vendre. Ils sont sûrs de faire de l'argent. Ils sont sûrs d'avoir à la fin que ce soit positif. Hein, parce qu'ils vont utiliser l'argent de la vente pour acheter les stocks options et après, il faudra garder un petit peu d'argent pour payer les impôts. Mais au moins, à la fin, ils se retrouvent en positif. Et il n'y a aucun risque. Aucun risque. Parce que vous n'allez pas les exercer et les vendre si vous perdez de l'argent. Il y a zéro risque de perdre de l'argent en faisant ça. Okay, donc, il y a les exercer, les conserver pour attendre un an, etc. Et il y a ne rien faire. On ne les exerce pas, on attend. Ça, on va le faire assez souvent. Ne rien faire parce que souvent, il va être trop tard pour les exercer. Ça va créer trop d'impôts, etc. Donc, on va attendre. Okay, donc, encore une fois, même chose que pour les RSU, évitez d'avoir une concentration, d'avoir un maximum d'argent dans votre employeur. Peut-être que vous pouvez avoir du bol et puis votre employeur, c'est le prochain Google, Facebook ou Apple. Statistiquement parlant, c'est peu probable. Et nous, en tant que conseiller financier, on vous donne le chemin qui a le plus de probabilité de fonctionner.
On ne va pas vous dire, bah ouais, on va tout garder parce que vous avez 10% de chance que ce soit le prochain Google ou Facebook. Donc attention. ISO. Donc maintenant que vous avez vu les NSO, ISO, ça va être un peu plus rapide. Il y a plus de scénarios, c'est un peu plus compliqué. Mais en termes de compréhension, ça va être plus rapide. Donc, même chose, Grand Price, Exercise Price, Strike Price, Fair Market Value, Sell Price, c'est exactement la même chose. Okay, là, on les remet dans exactement la même timeline, etc. Jusque-là, il n'y a aucune différence. Okay, là où il y a un petit peu là où on va commencer à avoir une différence. Okay, il y a 4 scénarios. Premier scénario, on les exerce, toujours les exercer le plus tôt possible, pour que la différence entre l'exercice fair market value et le ground price, ça soit la plus petite possible. Cette fois-ci, ce n'est pas taxé comme ordinary income. Potentiellement, il n'y a aucune taxe. Zéro. Si ça, c'est $1 et ça, c'est $1,1 ou $1, quand vous les exercez, aucune taxe. Rien du tout. Si ça, c'est $1 et $3 et que vous en exercez des centaines de milliers, là, ça va déclencher une taxe. Donc, la limite, c'est autour de $100 000. Okay, donc là, si c'est $1 et là $3 et que vous les exercez et qu'il y a $200 000, ça déclenchera l'AMT. L'AMT, c'est quoi? C'est l'alternative minimum tax. Quand vous faites vos impôts, il y a 2 calculs qui sont faits. Il y a un calcul standard et il y a l'alternative minimum tax. L'alternative minimum tax, en gros, ils vont rajouter des choses que vous déduisez dans le calcul standard, ils vont le rajouter dans l'alternative minimum tax pour être sûr que vous payez au minimum un certain niveau d'impôt. Même si vous avez plein de déductions, au minimum, vous allez payer un certain impôt. Et donc souvent, enfin pas souvent, mais quelquefois, j'ai des clients qui ne savaient pas qu'il y avait cette AMT, etc., qui se sont dit, oh, bah tiens, je vais exercer un maximum de... J'ai 100 $, je vais exercer un maximum de choses, et puis ils n'ont pas fait gaffe que leur entreprise, elle était à $5 de valeur, et ils se retrouvent avec une énorme AMT. Et donc, attention à ça. Demandez à votre comptable de faire le calcul. On peut le faire aussi, en gros. Mais pour être très, très précis, vous pouvez demander à votre comptable, ils ont les logiciels qu'il faut pour faire ce calcul-là. Okay, donc, attention quand vous exercez. Si vous êtes bien en dessous des $100 000 de différence ici, il n'y a aucun risque. Si vous êtes autour de $100 000, au-dessus de $100 000, attention à l'AMT. Attention à l'AMT. Très, très courant comme piège. Okay, donc ça, c'est pour les ISO et ça s'appelle le bargain element. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle comme ça. Donc, attention à ça. Alors maintenant, on va prendre le scénario 2. On va les exercer, les vendre immédiatement. Il n'y a pas d'AMT dans ce cas-là. Pas d'AMT, mais vous les avez eu à $1, vous les revendez à $3, vous en avez eu 100 000, vous faites $200 000, c'est $200 000 ordinary income, taxé comme revenu. Parce que c'est dans la même année calendaire. C'est taxé comme revenu. Attention à ça. OK? Donc, l'exercer, ça, c'est la garantie que vous n'allez pas perdre d'argent. Parce que vous n'allez pas les exercer et les vendre immédiatement s'il y a une perte. Si ça, c'est à $1 et ça, c'est à $0,5, vous n'allez pas les exercer et les vendre. Ça serait ridicule. Donc, ça, vous êtes sûr de gagner de l'argent, mais ce sera taxé comme revenu. Donc, fiscalement parlant, pas génial. Troisième scénario. On les exerce, on les revend l'année suivante. Toujours, la première partie, c'est toujours la même chose. Exercise fair market value moins grand price, alternative minimum tax, potentiellement, ou pas de taxe. Ça dépend de la différence. Okay, maintenant, vous les avez exercés, vous les avez. OK, je n'ai pas payé d'impôt, c'est génial. Je les revends 6 mois après. J'ai besoin d'argent, etc. Ça a vachement monté de 100%. Je ne pense pas que ça montera plus. Donc, je vais en revendre toute ou une partie. Alors, parce que ça fait moins d'un an, si quand vous les revendez et que donc là, vous avez eu à $1. L'exercice fair market value, c'est $3. Vous les revendez à $5. 5 moins 3, $2. C'est positif, c'est $2. Vous allez payer, ça va être taxé comme revenu. C'est la seule fois où vous allez payer des impôts là-dedans. Ça va être taxé comme revenu. Si c'est négatif, $1, $3 et vous les avez vendus à $2, et ben ils vont faire les $2 moins les $1
Et ça va être taxé comme income. Vous pouvez pas, vous pouvez pas vous en sortir sans payer d'impôts. C'est pas possible. Vous avez toujours un moyen. Même si vous perdez ici, parce que vous avez payé $1, vous avez $2, il y a une différence. C'est comme ça. Alors, vous inquiétez pas, vous allez avoir cette présentation, vous pouvez regarder ça au calme, vous allez avoir l'enregistrement, vous pouvez revoir mes explications, etc. Mais c'est difficile de faire simple quand on parle de stock option. Hein. Donc là, j'ai essayé vraiment d'être dans le cœur du truc. Alors, maintenant, c'est intéressant. C'est le scénario le plus intéressant fiscalement parlant. Vous allez revendre 1 an après avoir exercé, donc ça, c'est la même chose, exercise fair market value moins grant price, 1 an après avoir exercé et 2 ans après les avoir reçus. C'est important. 2 ans après les avoir reçus, 1 an après les avoir exercés. OK? Donc là, il n'y a pas de taxe, exercise fair market value, grant price, pas de taxe ou potentiellement une taxe si c'est plus de $100,000. 2 ans après la date où elles vous ont été données et après, 1 an après les avoir exercées, la différence entre le sales price et exercise fair market value, c'est taxé comme long term capital gain. Vous dites génial, c'est super, je les ai eu à $1, je les ai exercés à $3, je les revends à $5, les $2, c'est taxé à 15 ou 20%. Pas mal. 1-1. Vous dites, j'ai fait une super affaire. 1-1-1. Non, non, non. Parce qu'ils vont regarder aussi un deuxième truc. Ils veulent être sûrs, n'oubliez pas, ils veulent être sûrs que vous payez au minimum quelque chose. Et pas trop. Alors, si vous payez que 15%, 1% et $5, il y a $4 de différence. Sur ces $4 de différence, vous dites, j'ai que payé que 20% de $2. Non. Ils vont être sûrs, quand je dis ils, c'est l'IRS, ils vont être sûrs que sur ces $4, vous n'en sortez pas qu'avec 20% de $2. Hein. Ils vont regarder le sales price, ils vont regarder fair market value, ils vont rajouter le bargain element et ils vont faire quelque chose qui va calculer potentiellement une alternative minimum tax. Okay? Donc attention, même quand vous vendez après ça, il va falloir, avant de revendre quoi que ce soit, il va falloir demander à votre comptable de faire une simulation. Okay? Parce que le sales price moins l'exercice fair market value, ça peut déclencher aussi l'AMT, si c'est trop important. Ici. Donc attention à ça. Alors après, l'AMT, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué. Il y a plein de choses à dire sur l'AMT. Ce n'est pas complètement perdu. Vous pouvez récupérer l'AMT sur les années suivantes. Donc, il y a ça à prendre en compte aussi. Mais encore une fois, pour ce webinaire, on ne va pas rentrer dans les détails fiscaux de l'AMT, etc. Sur Internet, vous avez plein d'explications sur l'AMT. Mais voilà, ça va être. Donc, ils vont regarder le sales price, l'exercice fair market value et le grant price. Et ils vont regarder tout ça. Ils vont ajouter tout ça, le sales price moins l'exercice fair market value plus le bargain element. Et ils vont regarder si ça déclenche l'AMT. Attention à ça. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, toujours, comme je le disais, toujours les exercer le plus tôt possible. Si vous avez les liquidités. Parce que si vous les avez reçus à $1, et que vous en avez 100 000 et qu'il y en a 100 000 qui se sont libérés, est-ce que vous avez 100 000 $ à payer? Dans le pire des scénarios, donc si c'est 10 000 $, en général, je vais dire, allez-y, exercez. Parce que dans le pire des scénarios, vous perdez toutes les 10 000 $. La boîte se casse la figure, elle n'est jamais rachetée, etc. Vous perdez les 10 000 $. Est-ce que 10 000 $, ça a changé votre vie? Non. Non, ça ne changera pas votre vie. Et potentiellement, ces 10 000 $, ils peuvent se transformer en 100 000 $, en 1 million de dollars. C'est assez rare, mais c'est possible. Donc ça va faire une vraie différence. 100 000 $, après, ça dépend. Si vous gagnez 1 million, 1,5 million, 100 000 $, on s'en fout. Mais 100 000 $, si vous perdez 100 000 $, ça fait quand même mal. Donc ça va dépendre aussi de combien vous avez en cash pour exercer ces stock options. Quelquefois, on va le faire sur différentes années. Par exemple, pour l'AMT, pour éviter l'AMT, avec des clients, on est en décembre. Je vais dire, vous exercez la moitié en décembre, la moitié en janvier. Et on a évité l'AMT des deux côtés. Génial. Donc, on va regarder aussi l'horizon, on va regarder la boîte, on va regarder l'exposition à l'AMT.
on va regarder votre risque de concentration, on va regarder tout ça. Encore une fois, c'est un art et une science. Là, je vous ai donné la partie science. La partie art, c'est avec l'expérience qu'on a, comment on voit les choses, comment ça se passe, l'état des marchés, etc. On arrive à vous dire, voilà, à votre place, moi, je ferais ça. Voilà. Donc voilà, donc l'exercice anticipé, c'est en général ce qu'on va faire. Si vous êtes assez tôt, on va faire ça. Hein, ou on va exercer partiellement. Si par exemple la différence est trop importante et que vous croyez toujours à l'entreprise, ben, on va exercer à coût de 1000 actions par an, petit à petit. Okay, donc, garde-fou, l'exercice anticipé n'a de sens que si le prix d'exercice, le strike price ou le grand price, hein, si je fais ça, est bas. Okay, donc ça, c'est la première chose. Vous avez une forte conviction. Vous savez que la boîte ne va pas se planter. En général, si c'est votre boîte, c'est le cas. Moi, j'ai vu des cas où ils disaient non, mais elle va nulle part, cette boîte, c'est fini, quoi. Vous pouvez absorber la perte totale. C'est-à-dire que si vous achetez les stock options et que vous payez 100 000 $, si vous perdez les 100 000 $, ça ne va pas vous empêcher de dormir. Voilà. Toujours demander à votre comptable de modéliser l'AMT. On peut le faire, mais je préfère passer par un comptable. Voilà. Et on évite les décisions tout ou rien. Ah, j'exerce tout, j'exerce rien du tout. Voilà. Entre ces deux choses-là, il y a plein de possibilités. On exerce une partie. On exerce et on vend une partie, et on exerce et on garde une autre partie. Il y a plein de choses comme ça. Voilà. Planification et patience. C'est ça qu'il faut retenir dans le stock option. Les ISO particulièrement. Voilà. Il faut planifier les choses. Il ne faut pas s'exciter. Voilà. Pas la peine de dire ah, la boîte elle a fait 100%, vite, on vend. On réfléchit avant. Même chose pour quand on vend des RSU d'ailleurs. Ah, je vais revendre les plus anciennes. Non. Qu'est-ce que je veux faire, pourquoi, etc. Voilà. Donc on a été pas mal dans le détail. J'espère que vous êtes toujours avec moi. On en a perdu quelques-uns en cours de route, mais c'est pas grave, c'est normal. Parce que tout le monde n'a pas de stock options. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Encore une fois, c'est enregistré et ça vous sera envoyé avec la présentation. Maintenant, on va essayer de répondre aux questions. Toutes les si vous questions, en ça va être avez. possible. On a moins de questions que d'habitude. Je pense que tu as assommé tout le monde. C'est beaucoup de... Bravo pour ceux qui sont... Mais c'est le sujet qui est compliqué. Merci, Smara. Non, mais sympa. Non, mais voilà, je te C'était laisse. très bien fait. Je te félicite sur la manière dont tu l'as Merci. fait. Mais c'est Merci. beaucoup d'informations. Heureusement que tu n'as pas dit c'est complètement pourri parce que quand même, ça serait pas Non, génial. Non, c'était c'est pas pas mal complètement pourri. d'informations. J'en ai bien Ouais, c'est conscience. clair. Alors, pour une séparation, comment partager les stock options? La partie adverse me dit qu'elle ne peut pas partager car elle ne les possède pas. Ah, c'est intéressant comme question. Parce que, alors, il y a différentes manières. Et en fait, quand on est en phase de séparation, euh, typiquement ce type de questions, il y a plusieurs manières de les approcher. Vous pouvez dire, on va diviser les stock options en deux. Et donc, alors après, quel prix on va prendre? Il y a deux possibilités. Vous les divisez en deux et vous dites, bah, le prix de la stock option, les 1 dollar dont je parlais, c'est ça qu'on va prendre comme prix et ça va faire un certain montant. Un certain montant en dollars. Ça, c'est la première possibilité. C'est a priori pas celle que je vois très souvent. En général, mais ça dépend vraiment, en général, on va prendre la fair market value. Donc la valeur de l'entreprise à un instant T. Les 3 dollars dont je parlais, c'est ça qu'on va prendre. Et puis on va séparer simplement les stock options. Donc, où vous allez les racheter. Si vous voulez garder les stock options, vous dites, bah voilà, j'ai, je sais pas moi, 10 000 stock options. À 3 dollars, ça fait 30 000 dollars. Vous dites, bah, vous devez à la partie adverse 15 000 dollars. Et vous gardez les stock options. Ou la partie adverse peut vous les racheter. 15 000 dollars. Dans ce cas-là, vous les transférez. Alors, je ne sais pas,
Ouais, c'est ça la question, c'est est-ce que c'est transférable? Est-ce que c'est transférable? Potentiellement. Normalement, alors, ça dépend. La question, c'est ça dépend. Je me souviens pas d'avoir vu des stock options qui ont été transférés. Est-ce que j'ai vu ça? Ça me dit rien du tout. Ouais, moi non plus, j'ai jamais vu des stock options transférées. Ça me dit rien du tout. C'est parce que c'est comme si c'était des RSU vested, non vested. Donc les RSU qui sont pas vestés, elles sont pas transférables, hein, de toute façon. Donc non, il faut les exercer et les transférer. Donc normalement, a priori, c'est pas transférable les stock options. Mais moi, ce que je ferais pour simplifier aussi les choses, c'est de racheter la part des stock options ou de les exercer et de les vendre immédiatement et diviser tout en deux. RSU avec une entreprise française. Ah, ça va être compliqué. Non cotée en bourse, plutôt qu'américaine. Aucune différence en termes de taxation aux US. Non, quand vous recevez vos RSU françaises, il faut les déclarer aux US. Et alors, je ne sais pas côté français comment c'est taxé, je ne l'ai pas en tête. Mais de toute façon, grâce au tax treaty, si vous êtes taxé côté français, vous pourrez déduire côté américain. Mais sinon, non, il n'y a pas de, a priori, il n'y a pas de différence. Vous me dites si vous voulez intervenir. Short-term capital gain versus long-term capital gain, la durée de détention est comptée à partir de quand? La date de vesting? Qui veut répondre à ça? Ouais, c'est juste. C'est à partir, en tout cas, si on parle de RSU, ce qui a l'air RSU. d'être le cas là, Ouais, c'est ça la date d'acquisition, c'est la date de vesting, exactement. ouais, Et puis je peux faire la prochaine tant qu'on y est. ouais. Et puis peut-être que tu complémenteras. Est-ce que vous travaillez avec des clients ayant moins de 400 000 dollars de patrimoine? Oui. On n'a pas de minimum et puis on a différents types de services. Donc oui, ça nous arrive tous les jours de travailler avec des clients qui ont moins de Mhm. 400 000 dollars. Bon, en général, on n'a pas de minimum, mais pour que ça vaille le coup de travailler avec nous financièrement, pour les investissements, hein, pour la partie planning financier, c'est horaire de toute façon, donc peu importe combien vous avez. Pour la partie investissement, en général, autour de 80 000 à 100 000 dollars, c'est à partir de ce moment-là que ça vaut le coup. En dessous de ça, c'est mieux de prendre horaire. Euh, sur les risques liés au box spread avec les RSU en collatéral, restons dépendants des cours de l'action, détient-on toujours les RSU? Oui, vous restez dépendant du cours de l'action. C'est ça qui est dangereux. Vous détenez toujours les RSU, il n'y a pas de problème. Euh, je voulais dire un autre truc, oui, on ne peut pas faire un box spread avec euh, n'importe quel RSU. Hein. Donc, il y a certaines entreprises comme Meta, par exemple, on ne pourra pas prendre vos RSU pour faire un box spread parce que il y a il y a une politique qui fait que vous ne pouvez pas mettre vos RSU en collatéral. Chez Meta, par exemple. Chez Apple, beaucoup plus souple. Après, ça dépend où vous êtes chez Apple. Google, je pense que c'est pas possible non plus. Donc, ça dépend vraiment de la boîte dans laquelle vous êtes, où ils vont vous dire non, non, vous ne pouvez pas mettre vos RSU en collatéral. Donc, attention à ça. Merci comme d'hab. Merci Pierre pour la présentation. Vous êtes top. Merci. Pas mal de choses que je savais déjà. Ah bah merde. D'autres que je ne connaissais pas. Ah, ça, c'est bien. Par exemple, je n'avais jamais entendu parler du box spread. Yes, personne n'en a jamais entendu parler. Pourtant, ça existe depuis très longtemps. Très intéressant que vous faites ça avec une grande partie de vos clients. Je vais faire mon homework là-dessus. Alors, quand j'entends je vais faire mon homework là-dessus, c'est je vais demander à ChatGPT ou à Claude ou à Perplexity ou à Gemini ce que c'est qu'un box spread, etc. On a vachement l'habitude de ce truc-là. Donc, ils vont vous dire voilà les risques, voilà. On peut répondre à tout ce que ChatGPT, etc., autre vous dira sur ah oui, mais attention, il faut faire ça, c'est dangereux, etc. Ouais. Mais il y a aussi des moyens de gérer le risque. Et c'est pour ça qu'on est là, d'ailleurs. Je vous Ah, mets un lien, Pierre, sur le chat. Sandro, merci pour le contenu. Est-ce que pour les stock options, il y a une différence fiscale entre IPO et rachat par une autre entreprise? Non. Non, non, il n'y a pas de différence fiscale. C'est la même chose. Et Guillaume, how the loss on vested RSU is deductible, for example?
Qui veut répondre à ça? Je peux y répondre. Donc, encore une fois, des vestis des RSU, c'est comme si je vous donnais de l'argent et que avec ça, vous achetiez une action, l'action de votre entreprise. À partir du moment où vous achetez l'action de votre entreprise, quand elle descend et que vous revendez, ou quand elle monte et que vous revendez, vous faites des pertes ou des gains. Voilà. Donc, c'est automatiquement dans le 10,99 que vous recevez à la fin de l'année, sur vos RSU, si vous avez une perte et que vous avez revendu, ça va être marqué, voilà, loss, machin truc, et ça va rentrer tout simplement dans vos impôts. C'est comme si, encore une fois, vous aviez une action sur les marchés. Donc, les pertes et les gains, c'est comptabilisé. En tant que résident fiscal US, est-ce plus intéressant d'avoir des actions gardées par ma banque française ou de les transférer chez Merrill Lynch? Ça dépend de. Ça change pas grand-chose. En termes de Euh, simplification, peut-être. ouais, Si vous êtes aux simplification. États-Unis, avoir un seul document, 1099, déclarer vos taxes, les revenus, les dividendes, etc., probablement. Et puis, vous n'aurez pas, enfin, si c'est que votre seul compte en France, vous n'aurez pas à faire un 8938 ou un S-bar ou des choses comme ça. Donc, en général, c'est plus simple de faire ça. Après, est-ce que c'est transférable? Ça, c'est une autre question. Pouvoir J'ai diversifier plus efficacement, peut-être aux US aussi. j'ai des actions d'une entreprise française. Je bénéficie de 50% d'abattement d'impôts en France. Donc, uniquement quand je serai de nouveau en France. Faut-il conserver ces actions jusqu'au retour en France ou les vendre aux États-Unis? Il faudra en savoir un peu plus, à Alors, mon avis. ouais, Nicolas, vas-y. l'abattement sur les stocks possédés depuis un certain nombre d'années, ça c'était une règle qui avait un certain moment en France qui de mémoire a été annulée ou en tout cas, enfin, n'est plus le cas pour les nouvelles actions qu'on achète aujourd'hui, mais on peut encore en bénéficier avant. Dans ce cas-là, je dirais le système US, dans tous les cas, même si un abattement de 50%, en France, c'est 31,8%, donc 31,8% avec l'abattement de 50, ça fait du 15-16. Aux États-Unis, c'est de base 15. Donc, Ouais, mais attention, aux États-Unis, ça 15 dépend dans plus le quel État côté elle est. state, ça dépend Ouais, de quel État, effectivement. ouais. Mais de base, 15, ouais. Moi, j'aurais tendance à dire plutôt pourquoi garder ces stocks, quelle est la quantité de stocks, enfin, tout est lié à Et la puis, si une entreprise diversification. française, en termes de croissance, je ne veux C'est pas pas dire quoi que vraiment ce la soit sur les dynamique entreprises, américaine. mais ouais, Hmm, ouais, c'est pas la dynamique américaine. Donc, à mon avis. Ah, correct. on a la Ouais, deuxième juste partie un de la truc question. là. Ouais, juste un truc avec la précédente situation. Ça dépendra aussi si vous êtes américaine quand vous rentrez en France ou si vous rentrez en France sans statut US. Parce que si vous êtes américaine, vous devrez quand même déclarer aux États-Unis et donc potentiellement, s'il y avait un delta, le payer le delta. Correct. Alors, par exemple, donc cette personne, 600 $ et le prix maintenant est 200 $. Est-ce qu'on est limité à 3 000 $ par an? Non, les 3 000 $ par an, ouais, vous êtes limité à 3 000 $ par an pour le déduire de vos revenus. Mais si vous avez des gains ailleurs et dans les prochaines années, les pertes que vous avez vont venir annuler les gains. Ouais. Donc, ce n'est pas perdu. Et ce n'est pas 3 000 $ par an. Il y a souvent des confusions là-dessus. Et il n'y a pas de Les 3 000 $ par prescription, an, c'est ça revenu. dure Ouais, pour ouais, toujours. pour toujours. Si justement je ne suis pas sûr du futur de mon entreprise et que mes stocks options ISO coûteraient plus de 100 000 $ à exercer, est-ce que c'est mieux d'attendre le plus possible? Ouais, probablement. Sauf si vous voulez sauf si vous pouvez vous permettre de perdre vos 100 000 $. Mais ouais, Ouais. Si votre attendez qu'il se salaire est passe quelque de chose. 1 million de dollars après taxe, probablement 100 000 $ non On s'en représentatif fout. pour vous. Ouais. Mais c'est Euh, rare quand même dans ces cas-là. Mais non, les exercez pas vos options, ou en exercez peut-être une petite partie, mais comme vous ne croyez pas en la boîte, moi je ne les exercerai pas. J'attendrai de voir et il y a un ce monde qui se entre passe les deux, avec la boîte. évidemment. Vous pouvez faire moitié-moitié. Est-ce qu'en cas de séparation, la date des RSU vestie de reçu est importante et a un impact dans la division des RSU? Merci. Alors, on n'est pas taxateur né, mais comme pour vous raconter ma vie, je suis en train de divorcer, je sais comment ça se passe. Oui, la date des RSU vested reçus est super importante. Quand vous séparez, il y a la date de séparation. Après, ça dépend des États, etc. Donc, j'ai parlé de ce que je connais de la Californie. Et la date de séparation.
Cette date de séparation, c'est la date où vous avez annoncé officiellement que vous vouliez divorcer. C'est pas forcément la date de signature des papiers, etc. C'est la date de séparation. Tout ce qui est après cette date de séparation, c'est considéré séparé. Tout ce qu'il y avait avant, c'est considéré en commun. Si vous avez, encore une fois, si vous n'aviez pas de contrat, etc. Donc, si vous avez divorcé, je ne sais pas moi, enfin, si la date de séparation, c'est le 1er février, tout ce qui reste après le 1er février, c'est à vous. Hein, ça ne rentre pas dans la division. OK? Tout ce que vous gagnez après ça, tout ce que vous recevez, etc., c'est normalement, c'est séparé. Encore une fois, ça peut dépendre des États, ça peut dépendre de beaucoup de choses. Merci Guillaume, c'était très instructif. De rien, pas de questions pour moi. OK. J'ai la possibilité de prendre des ISPP avec ma nouvelle entreprise. Je prendrai contact si j'ai des questions. Pas de problème. ISPP, toujours maximiser, toujours revendre immédiatement si c'est possible. Thanks, I will give a call to Smart. OK. Bon, voilà. Nicolas, désolé pour toi. C'est pas très sympa. It's all good. C'est peut-être quelqu'un qui travaillait déjà avec moi, hein, c'est possible. Je vois pas le nom, donc je sais pas. OK. Bon, bah écoutez, merci à tous. Voilà, il n'y avait pas trop de questions. Hein. On est sur des sujets assez complexes. Passez une bonne fin de semaine à tout le monde et n'hésitez pas à nous contacter ou si vous connaissez d'autres personnes, des collègues. Hein, vous avez vu, on travaille avec des Américains aussi, on travaille avec tout le monde. N'hésitez pas à nous les envoyer. De toute façon, on est prêt à discuter avec eux. On a encore un peu de capacité. Donc on peut leur donner au moins des conseils à haut niveau et on est là pour aider un maximum de gens. C'est pour ça qu'on fait ça. Et rejoignez-nous Et puis, sur ouais. soit Apple, soit Spotify pour le nouveau podcast. Ouais, on va faire un podcast sur les stock Exact. options. Tiens. Voilà, ce sera notre sujet. Dernière chose sur les box ISPP, spreads. ouais. Je reparle juste des box spreads. C'est la saison. On va plus ou moins tous rentrer en France et on va se poser la question, est-ce qu'on achète une résidence secondaire en France ou quoi que ce soit? Les box spreads, ça sert à ça aussi. C'est majoritairement d'ailleurs pour ça qu'on les fait. Ouais. Donc ouais, si vous entendez dans les discussions autour de vous, vous voulez financer un bien en France parce que vous avez un endroit qui vous plaît particulièrement, les box spreads servent à ça avec plaisir aussi. À bientôt.